podcast de l'Arc de Triomphe, un podcast du Centre des Monuments Nationaux. Épisode hors série, l'Arc de Triomphe, impacté par Christo et Jeanne-Claude. Ce ne sera pas une chose statique, ce sera comme un objet vivant. Il va bouger dans le vent, c'était extraordinaire. Vous savez, c'est pas une chose qui est faite de bronze, de bois et de briques. La toile, il va refléter les forces du vent, le changement du soleil. C'est une toile qui a beaucoup de plis, qui est sensuelle et tactile. Cette toile va bouger tout le temps non-stop. Après avoir réalisé des empaquetages temporaires dans le monde entier, et parmi eux le Pont-Neuf à Paris, le Reichstag de Berlin ou encore une partie de la côte australienne, le couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude nous laisseront bientôt découvrir une nouvelle œuvre tout droit sortie de leur imagination. L'Arc de Triomphe empaqueté, Arc de Triomphe Wrapped, sera présenté au public du 18 septembre au 3 octobre 2021. Et le projet ne date pas d'hier. Ce rêve un peu fou remonte au début des années 1960, au lendemain de la rencontre de Christo et de Jeanne-Claude à Paris. L'Arc de Triomphe, monument emblématique, ancienne porte de gloire militaire, devenue temple de la mémoire et haut lieu touristique et culturel, verra sa silhouette sublimée pendant 16 jours. Il sera recouvert de près de 25 000 mètres carrés de toile bleue argentée et sera ceinturé de près de 3 km de cordes rouges. L'Arc de Triomphe empaqueté est le second cadeau de Christo et Jeanne-Claude à Paris, et cela malgré leur disparition survenue en 2009 pour l'une et en 2020 pour l'autre. Nos invités pour en parler, Laure Martin, présidente du projet Arc de Triomphe Wrapped, et Bruno Cordeau, administrateur de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux. Le podcast de l'Arc de Triomphe, une émission présentée par Anthony Chenu, chargé de la communication et de l'action éducative de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux. Pour l'Arc de Triomphe, on a utilisé un tissu qui représente 2 fois la surface de l'arc. Le tissu sera bleu argenté avec des cordes rouges. Nous proposons une dimension sculpturale nouvelle grâce à cette œuvre et ce tissu très lourd. Mais finalement, quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous étiez un architecte. J'ai l'habitude de dire « je ne décide pas qui je suis ». Bien sûr, beaucoup de choses viennent de l'architecture parce que j'ai étudié l'architecture. Mais aujourd'hui, ce que je suis un artiste, totalement irrationnel, irresponsable, complètement libre. J'ai vraiment suffoqué dans ce régime soviétique horrible. Je ne pourrais pas donner 1 centimètre de ma liberté pour rien au monde. Tous ces projets sont absolument irrationnels, sans usage, libres, exempts de toute justification. Le monde peut vivre sans mes œuvres. Elles ne sont pas nécessaires. Seul moi en ai besoin. Et mes amis aussi. On a cette liberté extraordinaire, parce que les œuvres sont liées à la liberté, et personne ne peut les acheter, personne ne peut les posséder. Laure Martin, Bruno Cordeau, bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Alors après plusieurs reports, le projet Arc de Triomphe Wrapped verra enfin le jour en septembre prochain. Celles et ceux qui nous écoutent ont sans doute découvert le projet au fil de ces reports. Quelles ont été en quelques mots les raisons de ces différents reports ? Alors, initialement, le projet de l'Arc de Triomphe Wrapped devait prendre place en même temps que l'exposition au Centre Pompidou, qui était la première exposition dédiée à l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude. Et cette exposition était programmée pour mars-juin 2020. Et nous avons été alertés par la Ligue pour la protection des oiseaux dès la diffusion du communiqué de presse, car il y avait un problème qui était dû à la période de nidification d'une espèce de faucon qui s'appelle les faucons cresserelles et qui nidifie. Il y a un couple qui nidifie dans l'Arc de Triomphe chaque année entre janvier et juin. Et donc, il nous a été demandé de reporter ce projet et Christo a tout de suite dit oui parce que il a toujours été respectueux de l'équilibre biologique et écologique des systèmes dans lesquels il intervenait. Nous avons donc pris la décision de reporter le projet à l'automne. Le second report a été dû à la crise sanitaire que nous connaissons tous et cela nous a amenés à prendre la décision, conjointement avec le Centre des Monuments Nationaux, de reporter le projet à nouveau.
Alors avant d'entrer au cœur de ce projet monumental d'empaquetage de l'Arc de Triomphe et de ses coulisses, je vous ai présenté rapidement, mais peut-être pourriez-vous nous rappeler vos rôles respectifs dans ce projet et peut-être de manière générale dans l'aventure Christo et Jeanne-Claude. Alors moi je suis l'administrateur de l'Arc de Triomphe, du coup je suis attaché au monument, je veille à ce qu'il soit ouvert au public, à ce qu'il soit entretenu, à ce que la sécurité y soit assurée, et du coup je me réjouis d'être à ce poste-là au moment où il va être empaqueté. Donc je collabore en permanence avec l'équipe de Christo pour veiller à ces sujets-là, voilà, et faire tout ce que je peux pour rendre la vie facile à l'équipe. Laure ? Quant à moi, je suis la présidente de ce projet, car depuis 2015, Christo m'avait demandé de retravailler pour lui. À ce titre-là, j'étais à l'initiative de l'exposition au Centre Pompidou. Et quand est venue la question de faire un projet en parallèle, j'ai accompagné Christo dans ses démarches, dans toutes les démarches auprès du Centre des Monuments Nationaux. En quelque sorte, je suis, oui, une facilitatrice et une accompagnatrice du projet. Donc on comprend qu'il y a deux équipes qui se dessinent ici, l'équipe du Centre des Monuments Nationaux et l'équipe évidemment du projet de l'Arc de Triomphe empaqueté. Qui sont les autres acteurs, peut-être dans ces deux équipes, essentiels à la réalisation de cette œuvre ? Alors, comme vous l'avez dit, tous les projets de Christo et de Jeanne-Claude sont des aventures collectives. Et à ce titre, l'équipe de Christo est composée de Vladimir Yavachev, qui est le neveu de Christo, qui est le directeur du projet. Mais il y a aussi l'équipe forgée par les ingénieurs allemands, notre coordinatrice Soraya Char, notre assistante Anna Ezekiel. Et il faut avoir en tête que pour des projets d'une telle ampleur, chaque fois, il y a à peu près 1000 personnes qui participent à la réalisation du projet. C'est pour ça que nous parlons d'une aventure collective. Et côté CMN, alors, on a aussi... Oui, alors l'équipe Christo, pour le coup, est très impressionnante quand ils arrivent avec leur expérience et avec le nombre qu'ils sont. Et nous, en face, à côté d'ailleurs, on doit tout mettre en œuvre pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Alors, il y a les sujets de conservation du monument, évidemment, où là, le conservateur du monument, Laurent Alberti et Guillaume de Boisgrolier, qui encadrent les travaux qui se déroulent d'habitude à l'Arc, sont à la fois des conseillers et vérifient que tout se passe bien. Donc en cela, c'est des acteurs essentiels. Ensuite, pratiquement tous les services du siège du Monument Nationaux, le service de la communication, des éditions, enfin, tout le monde est mis à contribution pour ce projet. Alors, il y a évidemment l'œuvre L'Arc de Triomphe empaqueté dont il va être question ici de manière assez approfondie, mais il y a aussi les artistes, Christo et Jeanne-Claude. On ne le sait pas toujours, mais ces deux artistes-là travaillaient ensemble depuis de longues années. Si vous deviez les présenter en quelques mots, comment le feriez-vous, peut-être vous, Laure? Alors, Christo et Jeanne-Claude, c'est tout d'abord une histoire d'amour fusionnelle qui a duré tout le temps de leur existence réciproque. Et autant Christo était un artiste, il avait étudié à l'école des Beaux-Arts de Sofia, c'était un dessinateur né, et à tel point que sa mère, d'ailleurs, lui avait fait donner des cours de dessin privés dès l'âge de 6 ans. Et Christo avait fui la Bulgarie communiste, le joug en 57, et il est arrivé à Paris, qui était dès le départ la destination qu'il voulait atteindre, et survivant, en faisant des portraits de la bonne société, quelques mois après son arrivée en mars 58, en octobre, il a rencontré Jeanne-Claude, qui, elle, avait grandi dans une famille de militaires, peu portée vers l'art contemporain, mais s'est glissé dans le moule avec une grande aisance, une grande intelligence et une égale passion. Ils ont commencé à travailler véritablement ensemble, à faire œuvre commune à partir de 1961, à l'occasion de la première exposition personnelle de Christo qui a eu lieu en Allemagne, à la galerie Rolloïus, à Cologne, où ils ont réalisé une première installation temporaire dans le port de Cologne. Alors, quel était le rôle de Christo et de Jeanne-Claude dans cette collaboration-là? Comment fonctionnait-il ensemble? Alors, Jeanne-Claude a été très souvent et exclusivement décrite comme l'organisatrice des projets, celle aussi qui s'occupait de la vente. C'était en réalité beaucoup plus complexe que cela. Et c'est pour ça qu'elle a signé les projets
à part entière à partir de 1995, à partir du projet du Reichstag, parce qu'en fait, elle a joué avec Christo un rôle dans l'élaboration même des projets. Je donnerai par exemple le projet de Surrounded Islands en 1983 à Miami, où ils avaient été approchés par la municipalité, et c'est Jeanne-Claude qui a eu l'idée du site, par exemple. Alors, il est vrai que les premières idées d'empaquetage, c'est Christo qui les a eues en 61, mais ensuite, le spectre de leur projet dans le monde s'est étendu, et Jeanne-Claude a eu une part fondamentale, je dirais, dans la conception initiale de certains projets. Alors, on va y revenir aussi plus largement. Je vous propose d'écouter la voix d'un autre acteur essentiel à ce projet, Vladimir Yavatchev, qui n'est autre que le neveu de Christo. Il nous parle de la manière dont il a été, lui, amené à collaborer avec le duo d'artistes. My role alongside Christo and Jeanne-Claude, I've worked with Christo and Jeanne-Claude for over 30 years. J'ai travaillé auprès de Christo et Jeanne-Claude pendant plus de 30 ans. J'ai eu de nombreux rôles. J'ai commencé en 1991 en tant qu'assistant du photographe Wolfgang Volz. Je devais porter son sac d'appareil photo et changer ses pellicules. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'appareil photo numérique, donc il fallait changer les pellicules. Et ça, c'était mon premier boulot. J'ai également beaucoup travaillé dans les bureaux. Finalement, pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. J'ai travaillé avec eux pendant 30 ans, plus de 30 ans. Et on plaisantait sur le fait que j'ai commencé à travailler alors que j'étais encore mineure. J'avais 17 ans quand j'ai commencé. Puis les choses ont évolué. Et après le décès de Jeanne-Claude, je me suis vraiment rapprochée de Christo. Avant, je travaillais avec eux, mais à partir de ce moment-là, j'ai été tout le temps à ses côtés. Vous, Bruno, vous avez rencontré Christo au moment de la présentation de son projet. Comment c'était cette rencontre? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai rencontré Christo une seule fois. C'était, Laure doit s'en souvenir évidemment. Enfin, c'était un moment marquant. C'était à l'Élysée. Il y avait une réunion organisée avec la conseillère culture du président de la République et le conseiller militaire, et on était tous là à attendre la réponse, la position officielle qui lui était transmise. Donc ça a été favorable bien sûr, mais avant cette réunion, c'est la première fois que je rencontrais cet homme qui nous prenait dans les bras, qui était déjà tout heureux d'être là, il pressentait l'issue favorable. Donc je l'ai rencontré cette fois-ci et malheureusement plus ensuite. Alors pour celles et ceux qui vont découvrir l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude à travers ce projet de l'Arc de Triomphe empaqueté, on va peut-être proposer un retour sur leur carrière, sur leurs œuvres passées. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire comment a commencé l'aventure artistique de Christo et Jeanne-Claude? Quels ont été les tout premiers projets du couple? Alors, le premier projet temporaire de Christo et de Jeanne-Claude a pris place en juillet-août 1961 à Cologne, où ils ont empaqueté, réaménagé et empaqueté des ballots sur le port de Cologne. Ils avaient appelé ça, dans un premier temps, monument temporaire. Ensuite, ils ont donné un titre anglais à ce projet. Et parallèlement, Christo, dès 1961, a pensé à sortir du cadre de l'atelier et à faire des projets dans l'espace. Il a donc tout d'abord pensé à des projets dans l'espace à Paris. Il faut savoir que c'est pour Paris que Christo et Jeanne-Claude ont conçu le plus de projets, 12 au total. C'est la ville au monde où ils en ont réalisé le plus, 6 sans compter l'Arc de Triomphe. Et le premier grand projet qui a propulsé d'ailleurs Christo sur le devant de la scène, a été la réalisation du Rideau de fer, rue Visconti, le 27 juin 1962. Ce projet a consisté en l'édification d'une barricade faite avec des barils de pétrole que Christo a montée sans autorisation, bloquant ainsi pour quelques heures cette petite rue au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Parallèlement à ça, il avait écrit un texte fondateur en 61 où il projetait d'empaqueter des monuments publics. Ça pouvait être une prison, un hôpital. Et il a, dès 61, conçu l'Arc de Triomphe.
On reviendra sur l'histoire de l'Arc de Triomphe un peu plus tard. Est-ce que vous savez comment ils sont passés des empaquetages d'objets du quotidien à des empaquetages monumentaux, Christo et Jeanne-Claude? Est-ce que ça s'est fait vraiment dans un processus naturel ou est-ce qu'il y a eu un basculement? Je pense que ça s'est fait dans un processus tout à fait naturel. Parce que les premiers empaquetages d'objets du quotidien de Christo, avec de la toile, de la glu, étaient déjà un pas passé du dessin, de la peinture à la sculpture, à la tridimensionnalité. Et ce qui a servi à Christo dans ce passage, c'était l'expérience qu'il avait eue quand il était étudiant en Bulgarie à Sofia, où les étudiants étaient astreints par l'État à améliorer les abords sur le passage de l'Orient Express afin de donner une vision idéalisée au monde occidental de la société bulgare, la société. C'est très éclairant. C'est très éclairant cette chose-là. C'était de donner. Donc, ça lui a permis de maîtriser, d'apprendre à maîtriser l'espace et de très grands espaces, et aussi à l'occasion de jobs alimentaires. Il travaillait pour le cinéma d'État. Et toutes les scènes devaient être tournées en situation réelle et non pas dans des studios comme à Cinecittà, à Hollywood. Et donc, ils avaient un scénario. Ils devaient trouver pour telle et telle partie du scénario, telle et telle scène, l'endroit où ça allait être filmé. Ils devaient aussi dessiner après. Et donc, cette double expérience a procuré à Christo une notion et un sens de l'espace et une capacité à maîtriser l'espace qu'au fond, il n'a cessé de réutiliser et de développer dans les grands projets. Et l'Arc de Triomphe empaqueté est souvent associé à une autre œuvre monumentale offerte à Paris par le couple, c'est le Pont Neuf empaqueté. C'était en 1985. Vous étiez tous les deux à Paris à cette époque. Quel souvenir vous gardez de cette œuvre temporaire ? Alors moi, je venais d'être engagé au musée de l'Orangerie des Tuileries et donc je me suis rendu sur le Pont Neuf et c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi à replacer dans le contexte. Jacques Lang était au ministère de la Culture depuis 81. Les colonnes de Buren, je ne saurais plus dire si elles étaient déjà réalisées, mais elles étaient déjà en chantier. Et la pyramide du Louvre aussi était un projet. Le musée de l'Orangerie venait d'ouvrir. Le musée d'Orsay était sur le point d'ouvrir. Il a ouvert en 86. Le musée Picasso. Enfin, on imagine à ce moment-là ce bouillonnement et au milieu de ça cette image hors du temps extraordinaire où le paysage est changé pour 15 jours et moi ça m'avait d'ailleurs tous les gens qu'on a croisés pour préparer le projet de l'Arc de Triomphe, tous ceux qui ont vu le Pont Neuf, on a encore des étoiles dans les yeux et moi j'ai partagé cet émerveillement à ce moment-là. Alors vous travailliez, vous, sur le projet à cette époque? Tout à fait. Il se trouve que j'étais en train de travailler à une maîtrise en histoire de l'art et mon sujet était les projets parisiens de Christo. Et donc je me suis rapprochée de Christo et de Jeanne-Claude en 81 et je rejoins l'équipe et je ne les ai plus quittés pour ce projet jusqu'en 1985. Et ce qui m'avait fasciné dans le travail de Christo et de Jeanne-Claude, c'était justement cette dimension non seulement esthétique, mais cette dimension sociale du travail et cette envergure des travaux. Et ce fut une expérience absolument fondatrice pour moi. Alors on ne le sait pas toujours, mais le projet, l'idée d'empaqueter l'Arc de Triomphe remonte en fait, vous l'évoquiez, aux années 1960. Si on devait refaire une chronologie de ce projet en quelques grandes dates, par laquelle commencerions-nous ? Tout d'abord, la conception du projet par Christo en 1961. Ensuite, un photomontage en 62. Et Christo, entre 1961 et 2017, n'a fait que 2 œuvres préparatoires. Ce photomontage de 62 et un collage en 88. Et le projet a été réactivé car, à la suite de la sollicitation par le Centre Pompidou, à savoir une sollicitation venant conjointement de Bernard Blisten, le directeur du Centre Pompidou, et de Serge Lasvigne, le président du Centre Pompidou, qui souhaitait que Christo fasse un projet en parallèle avec l'exposition au Centre. Et Christo a proposé le projet de l'Arc de Triomphe. Donc ce projet a été réactivé en 2017.
C'est le centre Georges Pompidou, en particulier son président, qui a parlé du projet tout d'abord à Philippe Bélaval. Et comme l'évoquait Bruno tout à l'heure, tous les gens qui ont vu le Pont-Neuf en avaient gardé un souvenir mémorable. Et il se trouve que Philippe Bélaval, le président du Centre des Monuments Nationaux, avait vu le Pont-Neuf et apprécié l'œuvre de Christo. Donc, pour l'obtention des autorisations, ça a été à nouveau une aventure collective où, je dirais, le trio Serge Lasvigne, Bernard Blistein et Philippe Bélaval, en tout premier lieu, ont joué un rôle crucial. Sans l'engagement de ces trois personnalités, nous n'aurions pas eu l'autorisation. Alors on évoquait justement Philippe Bélaval, le président du Centre des Monuments Nationaux, donc l'établissement à qui l'État a confié la gestion de l'Arc de Triomphe. Il nous parle de la manière dont il a découvert le projet et aussi de sa rencontre avec Christo. On l'écoute. Mon ami Serge Lasvigne, qui présidait alors le Centre Pompidou, m'a demandé si je pouvais recevoir Christo. Et naturellement, admirant le travail de Christo depuis très longtemps, j'étais ravi de le rencontrer. Et j'ai donc reçu Christo à l'hôtel de Sully et ils m'ont fait part de ce projet d'empaquetage de l'Arc de Triomphe. Et ils l'ont fait de manière extrêmement prudente, sans doute parce que ils s'attendaient à ce que j'ai une manifestation de recul, d'indignation. Et je leur ai dit que la décision ne m'appartenait pas entièrement, compte tenu de ce qu'est l'Arc de Triomphe dans la vie de la nation, mais qu'en ce qui me concernait, j'étais enthousiaste devant un tel projet et que je le soutiendrais de toutes mes forces. C'était un homme prodigieusement sympathique, avec un enthousiasme communicatif et surtout quelqu'un de très rassurant dans la mesure où on sentait que d'abord son projet était très soigneusement mûri et que ensuite il avait autour de lui une équipe technique extrêmement solide, de sorte que il n'y avait rien d'aventuré dans cette démarche. Nos invités pour parler du projet de l'Arc de Triomphe empaqueté, l'Arc de Triomphe Wrapped, Laure Martin, sa présidente, et Bruno Cordeau, l'administrateur de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux. Alors on va entrer progressivement dans cette aventure collective que représente l'empaquetage de l'Arc de Triomphe. En quoi va consister cet empaquetage, en théorie et en pratique, si je puis dire? Laure, peut-être pour commencer. Alors, le projet de Christo et Jean-Claude d'empaqueter l'Arc de Triomphe consiste à envelopper, à renouveler, au fond, le regard sur ce bâtiment symbolique en l'empaquetant dans 25 000 mètres carrés de tissu en polypropylène gris bleuté, ceinturé de cordes rouges. C'est un projet complexe, comme je l'ai déjà dit, dont l'installation vient de commencer le 15 juillet, qui sera visible pendant 16 jours, du 18 septembre au 3 octobre, et dont le démontage s'achèvera le 10 novembre. C'est un projet, il est important de le dire, qui est totalement autofinancé par la vente des œuvres originales de Christo. Bruno, l'empaquetage pour l'Arc de Triomphe, ça représente beaucoup de matériel. Oui, et puis le monument lui-même a beaucoup de surfaces sculptées, les groupes sculptés au pied des pieds droits, des arêtes, enfin, la toile qui va être tendue sur le monument nécessite d'installer des protections sur les groupes sculptés, sur les arêtes et aussi tous les dispositifs pour tendre cette toile pour garantir qu'elle va résister au vent. La place de l'étoile est très venteuse et donc il y a beaucoup de vérifications pratiques et d'installations techniques à déployer et donc les travaux vont durer 2 mois d'installation pour bien préparer le monument et installer tous les dispositifs pour tendre la toile. On imagine que des conditions ont été posées quand même à l'empaquetage de l'Arc de Triomphe. Au-delà de l'œuvre elle-même, il y avait aussi des questions pratiques et des conditions. Je me souviens de la première réunion avec le président Bélaval. Il nous a posé 3 questions. On était là tous les deux. En janvier 2019. Voilà. L'aspect mémoriel du monument doit être respecté et on devait veiller. Et évidemment, on a commencé par ça, à ce que la cérémonie quotidienne de ravivage de la flamme puisse avoir lieu et qu'on respecte évidemment en toute occasion la tombe du soldat inconnu.
de la sécurité des publics, mais la sécurité du bâtiment aussi. Et la troisième condition, le monument contribue fortement par ses recettes à l'équilibre financier du Centre des Monuments Nationaux. Et donc, la troisième condition, c'est que le monument reste en permanence accessible au public. Et voilà, on est parti avec ces trois objectifs dans nos mallettes et on y est presque. Et nous avons construit le projet d'un point de vue technique et même dans sa mise en place en respectant scrupuleusement ces conditions, de telle sorte qu'en effet, l'intérieur du monument et la terrasse demeurent accessibles, que tous les jours, la cérémonie de ravivage de la flamme se passe dans les meilleures conditions possibles. Et nous travaillons beaucoup et en amont, non seulement sur les problèmes techniques et de mise en œuvre, mais aussi sur les problèmes d'accueil du public. Ça a beaucoup complexifié la tâche de Christo, la tâche de l'équipe, étant donné la situation de l'Arc de Triomphe au centre d'une place extrêmement utilisée, comme vous le savez. On peut rappeler peut-être l'Arc de Triomphe, chaque année, il accueille, en temps normal, hors pandémie, à peu près 1 700 000 visiteurs, et c'est le premier monument du réseau, et de loin, donc on ne peut pas se passer de ces recettes. Alors on se souvient du temps qui avait été nécessaire pour obtenir les autorisations dans des projets comme l'empaquetage du Pont-Neuf ou encore celui du Reichstag, mais aussi du temps nécessaire pour convaincre autour du projet, pour fédérer tout le monde. Est-ce que là, ça a été long? Quels étaient les délais, en fait, pour présenter, convaincre autour de ce projet? Écoutez, ça a été d'une facilité désarmante en raison de l'engagement total de Serge Azouine, Bernard Blissen dans un premier temps, et surtout de Philippe Bellaval et de toutes ses équipes dans un second temps. Philippe Bellaval, après avoir rencontré personnellement Christo le 17 octobre 2018 à Paris, a présenté le projet au président de la République et le président de la République a, dès janvier 2019, donné son accord de principe. Et nous avons eu cette réunion le 25 mars 2019 à l'Élysée en vue de la formalisation, de l'officialisation de cette autorisation. Donc, vraiment étonnamment rapide. Et à tel point, Christo en était même, je dirais, incrédule dans un premier temps, très touché et incrédule. Et donc, dans les acteurs qu'on évoque ici, il y a aussi tous les acteurs qui sont autour de l'Arc de Triomphe, les arrondissements, etc. On imagine que ça a été aussi un petit chemin, en tout cas de présenter ce projet-là. Oui, à partir de ce moment, on a pris notre bâton de pèlerin avec Laure et Vladimir le plus souvent pour aller expliquer. C'est pas si évident que ça quand même pour les riverains, pour les gens qui auraient connaissance de ce projet, de comprendre ce qui va se passer. Il peut y avoir beaucoup d'informations qui circulent. On s'est attaché à aller présenter le projet, répondre aux questions, rassurer, et on l'a fait dans les arrondissements aux alentours, en premier lieu d'ailleurs avec le général Dary qui dirige le comité de la flamme. Et qui nous apporte un soutien sincère et total. Et dont il fallait prendre les contraintes en considération dès le début. Enfin, c'était important qu'ils comprennent ce qu'on faisait et qu'on puisse répondre à ces questions au plus tôt, de sorte que les associations de commerçants, qu'avons-nous fait d'autres, enfin bon bref, ce travail d'explication était nécessaire. On le poursuit encore aujourd'hui. Alors maintenant, on en est au commissariat de police et aux pompiers. On a vu les pompiers. Enfin voilà. Il y a 3 ambassades, dont le siège a une vue directe sur l'Arc de Triomphe. Nous avons déjà rencontré François de Kerchove, l'ambassadeur de Belgique, qui est, je vais dire, tout à fait enthousiaste par rapport au projet. Et aussi, auprès des mairies, nous avons reçu un accueil tout à fait favorable, je dois le préciser, à tel point même que Geoffroy Boulard, le maire du 17e, nous a demandé s'il pouvait organiser une petite exposition documentaire sur le projet public. Il faut dire que le calendrier, qui, s'il nous a été défavorable pendant un certain temps, avec les reports successifs, va tomber finalement là dans un moment qui va être important pour le tourisme à Paris, pour le tourisme en France. L'œuvre va être prête, va attirer du monde. Alors on espère que le tourisme international pourra reprendre plus fort à ce moment-là, mais c'est aussi quelque chose qui est attendu pour Paris. Et si on resserre le cercle, les équipes de l'Arc de Triomphe, elles aussi, ont dû découvrir le projet, on leur a présenté aussi. Comment elles ont réagi, les agents qui s'occupent de la billetterie, de l'accueil-surveillance, la boutique? Alors, l'équipe de Christo avait à cœur de partager. Oui, de partager
et d'obtenir un consensus. Christo était un homme, comme il le dit dans son témoignage, pour qui la liberté était la chose la plus importante au monde. Et pour que les gens soient libres, il faut aussi qu'ils décident librement et donc il faut qu'ils soient informés. Et dans cette logique, Christo et Jeanne-Claude ont toujours passé énormément de temps à expliquer, à présenter leurs projets aux gens qui étaient à la fois favorables mais aux gens qui y étaient hostiles. Je dois dire que là, nous avons rencontré peu d'hostilité, mais ce travail d'explication a été mené. Donc ils ont été invités, il y avait une maquette réalisée pour que Christo puisse choisir la toile, les cordes, les personnels de l'Arc qui ont été invités. Laure a présenté plusieurs fois ce projet. Enfin, les personnels de l'Arc sont informés au plus près de l'actualité. Alors on comprend vraiment la dimension d'aventure collective de ce projet-là. On parle de plus de 1000 personnes qui vont travailler, collaborer autour de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe. Les métiers qui sont mobilisés pour la réalisation de ce projet, les entreprises qui vont accompagner l'Arc de Triomphe, on va les découvrir au fur et à mesure et surtout on va écouter la voix de Soraya Char, qui est coordinatrice du chantier de l'Arc de Triomphe empaqueté, et elle nous parle justement de ces différents métiers qui seront mobilisés tout au long du processus. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'il s'agit avant tout d'un projet européen, puisque la majorité des entreprises qui ont été choisies sont soit en Allemagne, soit en France, et que la plus grande partie du projet va être réalisée ici, avec des équipes françaises. Et puis, par ailleurs, c'est un mélange d'entreprises à la fois artisanales et industrielles, et cela fait un bel équilibre entre le travail d'un artiste, le travail manuel et une industrie. Au total, il y aura plus de 22 entreprises qui vont participer au projet, avec des compétences très différentes, allant de bureaux d'études en ingénierie, en sécurité incendie, en sûreté. Et comme je le disais, pour la partie production, ils sont nombreux. Une grande partie est réalisée en France et puis une partie en Allemagne, notamment toute la fabrication de la toile et des cordes, depuis la conception jusqu'à la réalisation, avec les sociétés Büro für Leichtbau, qui avait aussi été impliqué dans le Reichstag à Berlin en 1995, ou Cetex Textile, ou encore Geodie Luftwerker et Gleinstein. Et puis tout le reste, donc en France, grâce aux charpentiers de Paris, il y a aussi également les câbles mis en place par la société Fraissinet, sans oublier les cordistes du réseau Jade pour toute la descente des toiles et la mise en place des cordes. Donc au total, c'est des corps de métier très divers qui viennent collaborer sur ce projet. Et pour nous tous, c'est une belle aventure unique et historique. Alors comme tous les projets monumentaux de Christo et Jeanne-Claude, ils convoquent aussi un certain nombre d'enjeux et on va s'intéresser peut-être aux enjeux qui sont convoqués ici autour de l'Arc de Triomphe. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais l'Arc de Triomphe, c'est pas tout à fait un monument comme les autres. Sa vie, elle est aussi rythmée par un calendrier de cérémonies officielles, mais aussi par les cérémonies de ravivage quotidien de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Comment ce projet va-t-il s'inscrire dans ce quotidien, Bruno? Est-ce que ça a été facile d'assurer Pour le coup, le calendrier est assez connu à l'avance et elle nous a contraints pour choisir les dates finalement. C'est les 3 grands moments forts où le président de la République est à l'Arc de Triomphe, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre. On a trouvé une fenêtre de tir qui rentre juste entre le 14 juillet et le 11 novembre. Dès le 15 juillet, l'équipe Christo a commencé les travaux. Du 17 septembre au 3 octobre, l'exposition sera visible. Et puis ensuite, démontage rapide pour que le 10 novembre, tout soit terminé et le monument en état pour accueillir le président. Et puis les cérémonies quotidiennes, on l'a un peu dit, mais c'était une de nos préoccupations. Il faut veiller tous les jours, le chantier s'arrête à 18h pour que la solennité requise à ce moment soit obtenue. Et donc là aussi, c'était important de le réaliser dès le début. Bon, tout ça fonctionne bien, les engagements sont pris. Sans problème. C'est comme une évidence d'ailleurs. Comme une évidence, et pour Christo, qui avait un attachement viscéral à la France, cela semblait aller de soi dès le départ. Et d'ailleurs, Christo, je fais une petite parenthèse, quand il est arrivé à Paris en mars 58, le premier logement qu'il a occupé était une petite chambre de bonne, rue Quentin-Bochard, et par la lucarne de laquelle il entreapercevait l'Arc de Triomphe. Et aussi, il avait été saisi, quand il est arrivé à Paris, par la couleur grise de tous les toits de Paris. Et cela a joué un rôle dans le choix de la couleur du tissu.
Et donc, on évoquait l'Arc de Triomphe et donc ses enjeux. On parle beaucoup de l'aspect mémoriel du monument, mais pas seulement. C'est pas seulement un monument de la mémoire, c'est aussi... Oui, bien sûr. Mais la difficulté réside dans le fait de faire cohabiter ces multiples facettes du monument. C'est à la fois un monument de tourisme. On l'a dit, on accueille 1 700 000 visiteurs. Sa beauté architecturale propre l'en fait un monument de culture aussi, son aspect mémoriel. Mais c'est aussi un aspect festif, le monument. À chaque fois qu'une émotion traverse notre pays, c'est au pied de l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées qu'on se réunit. Donc il n'y a pas de difficulté à jouer sur toutes ces facettes du monument. Il faut les faire cohabiter et donc trouver les règles qui font que ça fonctionne. Donc on évoque l'aspect symbolique, mais il y a aussi l'aspect financier qui est un enjeu autour de ce projet-là. Au-delà de la vente des œuvres de Christo, aucun autre financement privé ou public n'est investi dans le projet. C'est un modèle qui tenait à cœur au couple Christo et Jeanne-Claude. Pouvez-vous nous parler de la manière dont l'œuvre a été financée, dont Christo et Jeanne-Claude finançaient leurs œuvres? Alors, je parlais de la volonté de liberté de Christo. Et au fond, c'est ce qui est à l'origine de ce modèle totalement unique d'autofinancement par la vente des œuvres originales de Christo. Christo était un dessinateur virtuose et il adorait le dessin. Quand il était à New York, il dessinait jusqu'à 16 heures par jour dans son studio secret au 5e étage de Howard Street. Et il disait d'ailleurs, le dessin est un chemin vers le réel. Il faut comprendre qu'entre la conception qu'ils en avaient à deux et la réalisation, le dessin a joué un rôle fondamental parce que les premiers dessins étaient des esquisses très sobres. Les derniers dessins ou collages sont le miroir anticipé de l'œuvre à venir et qu'il y avait un aller-retour tout le temps chez Christo entre le studio et les rendez-vous techniques, les visites sur le site. Et donc, c'est le produit de cette réflexion, ces œuvres préparatoires, qu'il appelait Preparatory Works, qui permettent l'autofinancement de chacun des projets. Et c'est un modèle à tel point unique qu'il a fait l'objet en 2006 d'une étude de la part de la Harvard Business School. Et Christo et Jeanne-Claude ont été les seuls artistes au monde à l'heure actuelle à être invités par une si prestigieuse institution. C'est autofinancé et ça garantit la liberté qu'a évoqué tout à l'heure Christo. Mais quand on est un spectateur, c'est aussi une information importante à connaître, je trouve, pour le recevoir comme un cadeau. C'est vraiment, il me semble, moi je le vois comme ça, comme un cadeau que fait Christo à la ville, à la France. Il aurait été très touché de vous entendre dire ça, mais c'est vrai que c'est à la fois un cadeau, c'était aussi pour eux un moment de partage et de joie. Jeanne-Claude avait toujours l'habitude de dire « Ah mais chacun des projets est notre bébé ». Ça, c'est une expression qui revenait usuellement dans la bouche de Jeanne-Claude. Et il fallait les voir. Quand le projet était inauguré, ouvert, accessible au public, mais le bonheur qui émanait d'eux. Et c'était extraordinaire de voir ça. Le développement durable, c'est un autre enjeu important de la création de Christo et Jeanne-Claude. On parlait tout à l'heure des précautions qui avaient été prises pour protéger les faucons cresserelles de l'Arc de Triomphe. Oui. Mais on peut dire aussi que le projet, les matériaux vont être intégralement recyclés, comme à chaque fois. Tout à fait. Ils ont fait œuvre de pionnier dans ce domaine. Dès le début des grands projets, les très grands projets ont commencé à la fin des années 68, début des années 70. Le premier très grand projet, c'était en 69, Red Coast, que vous avez cité tout à l'heure en Australie. Et dès ce moment-là, les matériaux ont été recyclés industriellement, pour des raisons à la fois financières, parce que tous ces projets totalement autofinancés coûtent beaucoup d'argent, et aussi par un souci écologique. On comprend vraiment l'importance de l'étape, déjà d'une part, de reconversion des matériaux à l'issue des œuvres, et on imagine, à travers ça, l'implication de Christo et Jeanne-Claude dans la partie technique et dans les choix des matériaux. On a parlé évidemment de la toile, des cordes. On a posé la question à son neveu, Vladimir Yavachev, qui nous rappelle quelle était la part de présence de Christo et Jeanne-Claude dans la partie technique de ces œuvres. Vous savez, les hommes construisent des bâtiments bien plus grands, plus gros, plus complexes. Mais d'après Christo, la raison pour laquelle nos projets sont si importants est parce qu'ils sont sans véritable utilité. Et en même temps, on doit les réaliser rapidement et ils sont temporaires et sont visibles entre 14 et 16 jours. Pour l'Arc de Triomphe, le projet sera visible pendant 16 jours.
2 semaines, 3 week-ends. De tels projets doivent être réalisés de façon simple et rentable. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Faire quelque chose de simple et d'ingénieux. C'est pour ça que nous travaillons avec beaucoup d'ingénieurs et de partenaires pour l'Arc de Triomphe, parce que ça impacte aussi l'aspect visuel du projet. Bien sûr, Christo était impliqué dans tous les aspects du projet. Pour l'Arc de Triomphe, toutes les décisions liées à l'aspect visuel et chaque détail lié à la mise en place du projet, comment il va être construit, tout avait déjà été décidé avant son décès. Tout ça pour vous dire que tout a été discuté et décidé. Nous avons fait des tests à Bagneux. Et ce, même durant la pandémie. Il était vraiment très impliqué dans le projet, non seulement parce qu'il aimait ça, mais aussi parce que cela était important pour l'aspect visuel du projet et son esthétique. Alors on est à quelques semaines de la présentation du projet au grand public. Il suscite déjà l'enthousiasme et on est passé en phase d'installation, de montage du projet. Dans quelques temps, il sera visible et il promet de marquer le public durablement. Qu'est-ce qui est prévu justement pour le grand public? Comment profiter au mieux de l'œuvre? On va commencer par vous, Bruno. On parlait d'un cadeau tout à l'heure, de l'emplacement même de l'Arc de Triomphe, au cœur de la place de l'Étoile, de tous les quartiers, de toutes les avenues qui rayonnent autour de la place. On verra cette œuvre, bon, elle est faite pour être vue et, encore une fois, gratuitement. Pour autant, on pourra continuer à entrer dans le monument et monter sur sa terrasse et fouler la toile qui empaquetera le monument, y compris sur sa terrasse. Bon, là, l'accès restera payant. Moi, je vous parlais tout à l'heure du financement du CMN. Il continue à être une préoccupation pour nous. Mais pour voir l'œuvre, il suffira de se promener aux alentours sur la place de l'Étoile pour en profiter et être dans ce moment hors du temps, extraordinaire. Et je reviens sur la médiation, le travail qui est fait et les moyens qui sont mis pour une bonne médiation auprès du public, parce que c'est un public très large. Ce n'est pas simplement un public d'initiés, au contraire, c'est pour ça que je reviens sur cette notion de populaire dans le bon sens du terme et de démocratique. Donc c'est une œuvre d'art ouverte, accessible à tous gratuitement. Et pour ce faire, nous avons engagé des médiateurs qui seront là 24 heures sur 24. Toute personne qui travaille pour le projet est rétribuée, je le précise, là aussi, il n'y a pas de bénévolat. Et ces médiateurs seront là pour accueillir, expliquer le projet et remettront au public un petit échantillon de la toile comme souvenir. Cet événement est sans nul doute marquant pour l'Arc de Triomphe, évidemment pour l'équipe Christo aussi, mais aussi pour l'établissement qui en a la charge, le Centre des Monuments Nationaux. Je vous propose d'écouter la voix de Philippe Bellava, le président du Centre des Monuments Nationaux, qui évoque ces enjeux sur la durée autour du projet de l'Arc de Triomphe impacté. Je suis convaincu que ce sera une page importante de l'histoire de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe occupe une place toute particulière parmi les monuments parisiens. C'est un des plus populaires. Évidemment, cela tient d'abord à son emplacement extraordinaire, à l'originalité de son architecture. Bien entendu, depuis 1920, à l'aspect mémoriel lié à la présence de la tombe du soldat inconnu. Et cet Arc de Triomphe, pendant 2 semaines, on va le regarder différemment. Mais j'ai le sentiment profond qu'on va pouvoir le voir malgré tout. C'est-à-dire qu'on va peut-être même pouvoir le voir mieux. C'est-à-dire qu'on va échapper à tous les stéréotypes, à tout ce que l'on attend. Parce qu'avant même de le voir en vrai, je me mets à la place d'un visiteur venu de très loin. On en a vu tellement de photographies qu'on croit savoir à quoi l'Arc de Triomphe répond. Mais là, les repères habituels, les groupes sculptés, les frises, etc., vont être suggérés, mais pas directement visibles. Et donc, on va, je pense, regarder différemment la place que le monument lui-même occupe dans l'espace, ses dimensions qui sont absolument hors du commun. Et puis, je pense aussi que cette toile retenue par ces cordages, ça va être quelque chose d'extrêmement poétique. Or, la poésie n'est pas forcément ce que l'on attend à l'Arc de Triomphe.
pour reprendre ce que vient de dire Philippe Bellaval, Christo disait toujours que cacher, c'est révéler. Et son souci avec Jeanne-Claude pour chaque projet, et c'était très clair quand on l'accompagnait dans la conception du projet technique, c'était de souligner chaque fois les grandes lignes architecturales du monument ou du bâtiment que Christo et Jeanne-Claude empruntaient pour un temps en le métamorphosant. Et nous allons assister à une métamorphose de l'Arc de Triomphe qui va, avec cette toile, comme le disait Christo, bouger dans le vent, va s'animer, va devenir comme un corps vivant. Et donc ça va offrir une nouvelle perception de l'arc et une nouvelle image de ce monument. Et moi, je voudrais ajouter, je pense vraiment il faut le vivre. On pourra en voir plein d'images, des vidéos, tout ce qu'on veut. Là, pour le coup, Laure, je vous renvoie le sujet, mais je pense qu'il faut le vivre. Il faut faire l'effort, là, pour les gens qui vont nous écouter, de venir jusqu'à Paris, de se promener sur la place de l'Étoile, parce que c'est quelque chose à vivre vraiment sur le moment. Il faut vivre l'instant. Vous avez tout à fait raison, et tous nos contacts à l'étranger, amis, professionnels, collectionneurs, n'ont qu'une hâte, c'est de venir voir ce projet. Et ce projet-là a une dimension plus grande encore, parce que c'est le dernier projet temporaire de Christo et Jeanne-Claude qui va être réalisé. Christo et Jeanne-Claude, de leur vivant à tous deux, avaient déjà pris la décision que s'ils venaient à disparaître, leur projet en cours serait réalisé. Il se trouve que lorsque Christo est mort le 31 mai 2020, il restait 2 projets en cours. L'Arc de Triomphe, qui est le dernier donc projet temporaire de Christo et Jeanne-Claude. L'autre projet étant le seul projet pérenne du couple, qui est le Mastabad d'Abu Dhabi. Et ça nous tient à cœur, toute l'équipe, de vraiment réaliser ce projet, parce que c'était le vœu de Christo qu'il a vraiment émis peu de temps avant sa disparition. Il y a quelque chose qui hante aussi ce projet-là, c'est la dimension du souvenir, de la mémoire de quelque chose de temporaire qui va finalement disparaître au-delà de 16 jours. Comment faire pour garder une trace de ce projet-là, à titre individuel, mais peut-être aussi à titre collectif ? Je pense que nous l'avons bien vu avec le projet du Reichstag ou avec le projet du Pont-Neuf, c'est que pour toute personne qui a vu ce projet, elle est restée vraiment dans leur mémoire. Et le Pont-Neuf, nous l'avons réalisé il y a 36 ans. Et à tel point, c'est resté tellement dans les mémoires que lors de nos interviews, nos conversations pour mettre en œuvre ce projet, ce souvenir a joué un rôle très important. Je ne pense pas que nous aurions eu si facilement l'autorisation pour réaliser un projet à ce point hors norme s'il n'y avait pas eu le souvenir du Pont-Neuf à Paris. Et parallèlement à ça, il y a toujours un film qui est fait sur les projets de Christo et Jeanne-Claude. Il y a aussi des ouvrages très complets qui sont faits, donc il reste une trace à la fois visuelle par les films et une trace écrite par les livres, le grand livre qui est toujours consacré à chacun des projets. Et à titre individuel, alors comment vous allez garder la trace, vous, de ce projet-là ? Je vais la garder dans mon cœur, tout d'abord, dans ma rétine et dans mon cœur. Et je dois dire que pour moi, c'est extrêmement émouvant et en même temps, il y a une sorte d'obligation à accompagner ce projet le mieux possible. Et je regrette simplement du fond du cœur que l'un et l'autre ne soient pas là. Bruno ? Moi, je suis un fonctionnaire du ministère de la Culture depuis 36 ans et dans une carrière, ça n'arrive qu'une fois, quelque chose comme ça. Et donc, j'y mets toute mon énergie. Je ne cherche pas... Enfin, je pense que la trace va rester ancrée en moi comme un souvenir extraordinaire. Oui, Mais nous sentons cette passion commune mise à réaliser le projet. Et c'est aussi ça, la force des projets de Christo et Jeanne-Claude. Mais il y a une autre spécificité pour ce projet, c'est que vraiment nous réalisons, l'équipe de Christo et Jeanne-Claude, nous réalisons vraiment ce projet en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et aussi, nous devons l'évoquer, avec la collaboration, le soutien de la ville de Paris. Il y a une unanimité des institutions,
des représentants de la population pour ce projet. Et ça, c'est totalement exceptionnel. Moi qui ai travaillé sur le projet du Pont-Neuf, ça ne s'est pas passé comme ça. Merci Laure Martin, merci Bruno Cordeau pour ce moment d'échange autour du projet de l'Arc de Triomphe empaqueté. L'Arc de Triomphe empaqueté est à découvrir du 18 septembre au 3 octobre 2021 et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'Arc de Triomphe. On se quitte avec une dernière archive et la voix de Christo. En anglais, c'est rapt. Et c'est une chose que nous utilisons, la toile, qui est le grand élément beaucoup de nos projets. Vous savez, l'œuvre, il est fait par beaucoup de choses. Mais la toile est le principal matériel qui traduit ce côté nomadique, qui est comme les tribus nomadiques qui construisent leur tente dans le désert, qui dans quelques jours sont partis. C'est-à-dire un côté fragile, un côté très invitant, très sensuel, pour toucher, pour bouger, vraiment pour le toucher. Vous venez d'écouter l'épisode hors-série L'Arc de Triomphe, empaqueté par Christo et Jeanne-Claude. Le podcast de l'Arc de Triomphe, une collection de podcasts originaux produits par le service éducatif de l'Arc de Triomphe pour le Centre des Monuments Nationaux. Une émission préparée et présentée par Anthony Chenu. Ce hors-série a été confié au studio de création audio-digitale Oz Masterclass. Coordination Lorraine Pagès, réalisation Martin Delafosse, enregistré au studio Logarithme. Le podcast de l'Arc de Triomphe, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur la chaîne YouTube du Centre des Monuments Nationaux et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.